elle est intervenue particulièrement sur l'histoire du Moyen-Orient et son début qui a commencé en fait au tout début de la Première Guerre mondiale. Elle pourra nous en parler plus en détail. Donc elle enseigne, elle a plusieurs œuvres que je vous invite à regarder sur le Moyen-Orient et les différents conflits. Moi personnellement, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'était surtout sur toutes les répressions des chrétiens dans le monde par l'islamisme. Et voilà, c'est l'une des parties qui m'avait le plus intéressé. Aussi, ce que je voulais dire sur l'INAMUR, qui complétera bien sûr cette présentation qui est un peu succincte. L'INAMUR a aussi écrit un article, ce qui est très rare, sur un crime qui a eu lieu, dont on a commémoré l'événement il n'y a pas très longtemps, le 18 juin, c'est sur l'assassinat d'un jeune militant kabyle. Donc personne en dehors de la communauté, quasiment personne dans la communauté kabyle a parlé, et l'INAMUR a écrit un article extrêmement touchant que vous pouvez retrouver toujours sur le net. Il s'agit de Median Mehni, qui est un cold case, qui est un assassinat probablement commis par les services algériens et dont on tait l'histoire un peu partout dans la presse. Voilà, donc je voulais remercier l'INAMUR pour ça. Sinon, je voulais vous faire une petite présentation rapide également du président Ferhat Mehni. Donc, Ferhat Mehni est un intellectuel kabyle, artiste et surtout président du gouvernement kabyle en exil. La Kabylie, pour ceux qui ne le savent pas, est un État en exil avec un gouvernement, des institutions, qui n'est pas pour l'instant reconnu, justement quand on voit que la France reconnaît des mouvements violents comme la Palestine, alors que la Kabylie mène une lutte non violente, démocratique, les intervenants parlent mieux que moi, et nous ne sommes même pas reçus par les autorités européennes françaises. Voilà, je dis ça dans une mairie avec le plus grand respect, mais c'était une chose qui devait être rappelée. Voilà, le troisième intervenant n'est pas encore là, c'est Michel Fayad qui nous rejoindra. Voilà, donc je vais passer la parole à l'INAMUR. Elle nous parlera justement de ce regard croisé de la politique française sur priorité aux dames. Je donnerai la parole à l'INAMUR. Voilà, donc je te laisse parler, l'INAMUR. Je te donne le flux. Merci. Vous avez tous entendu le président Macron dire que l'arabe est la seconde langue de la France. Pourtant, vous avez tous entendu dire que le président Macron dire que l'arabe est la seconde langue de la France. Pourtant, il doit savoir qu'en Algérie, des gens sont tués parce qu'ils refusaient de se dire arabe. D'autres sont morts pour avoir eu un alphabet kabyle en leur possession. Je veux tenter d'expliquer ce soir la raison de cet acharnement à imposer l'arabisme au peuple dont les ancêtres ont été massacrés par les Arabes. Il y a quelques siècles, il y avait en Europe un petit rotelier ambitieux, le duc de Prusse, qui vivait à Berlin, et rêvait de dominer l'Europe. Pour cela, il fallait évidemment commencer par s'agrandir en annexant les peuples parlant l'allemand au nom de la langue. Et ainsi, il levait sur eux des taxes et s'agrandissait davantage. Et il leur disait, voilà,
comme vous parlez l'allemand, donc vous êtes de la même race que moi, donc moi je vais vous gouverner. C'est un petit peu comme ça que ça se passe aujourd'hui. La victoire de la Prusse soumettait les États allemands à leur ennemi héréditaire, qui les avait parfois combattus sur le plan religieux, Berlin étant la capitale du protestantisme guerrier, alors que plusieurs de ces États étaient catholiques. Comment calmer la révolte de ces peuples vaincus et les pousser à se soumettre volontairement? Les ducs de Prusse ont opté pour la propagande et la répétition. Ils ont prétendu que la langue allemande signifiait une identité de race et de peuple, et qu'ensemble ils allaient tous ressusciter la grandeur allemande comme au temps des croisades. Tout cela créait une motivation commune qui dépassait la religion. En plus, le ministre Bismarck avait entrepris de créer une grande industrie allemande qui permettrait un jour aux vaincus de la Prusse de vaincre et de soumettre les pays d'Europe comme ils avaient été vaincus. Cette industrie a fabriqué à toute vitesse des navires de guerre, des sous-marins, des fusils, des munitions, des chars d'assaut. Et les humiliations du passé ont été gommées dans la fierté des réalisations métallurgiques. La Prusse avait fait la paix avec l'Empire austro-hongrois qui était catholique, mais elle n'avait pas réussi à le vaincre militairement. Le roi de Prusse s'est payé des journalistes et des écrivains pour faire en Autriche de la propagande à la race germanique. Un petit Autrichien, Adolf Hitler, avait un professeur qui lui vantait la grandeur de la race germanique et lui faisait admirer cette Allemagne unifiée par la force et l'industrie. Il eut un choc au cœur quand Berlin perdit la Grande Guerre. La suite, vous la connaissez. Hitler s'installa en Allemagne et parla aux Allemands le langage de la race et de la supériorité de la nation allemande et de la revanche et du droit de s'approprier les ressources des autres peuples. Et ils allèrent à l'assaut de l'Europe et du monde. Or, une histoire semblable avait eu lieu en Orient 12 siècles plus tôt. En l'an 622, il y avait en Arabie beaucoup de tribus chrétiennes, juives ou animistes. Mahomet leur a imposé son autorité et sa religion dans le sang, se vantant d'inspirer la terreur à une distance d'1 mois de voyage. Je cite là, c'est pas moi qui le dis. Quand il mourut, les nations, tribus ou villages ou villes arabes asservies s'empressèrent de quitter l'islam, parce qu'on les avait obligés. Le calife Abou Bakr mata leur révolte en leur infligeant un des plus grands génocides de l'histoire. Puis il fit régner une terreur totale dans la péninsule arabique et poussa ses sujets à évacuer leur haine et leur frustration en attaquant les autres nations. Il leur promit qu'il prendrait les biens des populations soumises et qu'il les réduirait en esclavage. Entre parenthèses, c'est là le genre de gouvernement que préconise Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, quand il dit qu'il veut rétablir le califat à la façon d'Abou Bakr et Omar. Omar, le second calife, mobilisa des troupes bien plus grandes encore que celles d'Abou Bakr. Pour cela, il acheta les Arabes en annulant les dettes et en les faisant payer par les autres peuples. Quand les rois de Prusse, il joua sur le racisme populaire, déclarant que l'arabe était supérieur à celui qui ne l'était pas et qu'à ce titre, il devait payer moins d'impôts. Il inventa une nouvelle taxe religieuse, le kharaj, impôt sur la terre chrétienne ou juive ou n'importe, que la terre devait payer ad vitam aeternam, même si ses propriétaires se convertissaient à l'islam par la suite. Donc vous aviez au XIXe siècle des gens qui payaient encore le kharaj parce que leurs ancêtres au 7e siècle avaient été chrétiens ou juifs. Quand vous voyez le racisme méprisant des Arabes envers les peuples des grandes civilisations qu'ils ont détruites, vous comprenez que les peuples ainsi soumis et traités comme des inférieurs ont été tués moralement, réduits en esclavage par la perte de leur héritage mésopotamien, syrien, phénicien, égyptien, juif, berbère et autres. Et on nous parle de la conquête islamique comme si l'oppression et le vol des terres des autres avaient été un sujet de gloire qu'il faudrait applaudir comme on applaudit le vainqueur d'un match de boxe. Mais revenons au XXe siècle. Pendant que tombait l'Empire allemand durant la Grande Guerre, les Allemands travaillaient à recréer le califat arabe en soumettant les peuples d'Orient au roi de la Mecque et de Médine, le shérif Hassan.
Ils lui promirent de reconnaître un califat arabe et de donner à ce califat un royaume allant des frontières de la Perse ou de l'Iran jusqu'à la Turquie, la Méditerranée et la mer Rouge, sauf bien sûr les colonies anglaises et françaises. Mais comment imposer ces mensonges au peuple qui aspirait à l'indépendance? Tout simplement comme a fait le roi de Prusse, en prétendant qu'une identité de langue signifie une identité de race et efface toutes les différences ethniques et religieuses. Malgré toutes nos différences, nous, Libanais, Algériens, Marocains, Libyens, Égyptiens, Israéliens, tout ce que vous voulez, malgré toutes nos différences, les Anglais ont donc prétendu, il n'y avait pas d'Israéliens à l'époque, c'était des Juifs, les Anglais ont donc prétendu que nous parlions tous l'arabe et qu'au nom de cette prétendue identité de langue, nous étions des Arabes. Au nom de l'arabisme, les Anglais ont donné les 3/4 de la Palestine promise aux Juifs, au fils du shérif Hussein, le shérif Abdallah, pour créer la Jordanie. Aucun problème si Abdallah était raciste et interdisait aux Juifs d'habiter dans cette partie du pays qu'on leur avait promise à la conférence de la paix. En revanche, tout musulman avait le droit de s'installer dans ce qui avait été laissé aux Juifs. Et en 1948, le shérif Abdallah, devenu roi, a occupé le cœur de ce pays, de ce quart déjà, ce qui était le quart du pays d'origine. Il en a occupé le cœur qui était Bethléem, où le Christ était né, Jérusalem, où ont régné les rois juifs et où le Christ est ressuscité, donc c'est chrétien, et la Samarie, pays des patriarches. Le roi Abdallah de Jordanie est mort avec l'idée de prendre le Liban, la Syrie et l'Irak, et bien sûr de s'emparer du reste de la Palestine laissée aux Juifs, puisque c'était ce qu'avaient promis les Anglais à son père, en échange de son aide militaire contre les Allemands. Avant cela, ils avaient donné la Syrie et le Liban à son frère Faisal. Mais Faisal a voulu annexer la Palestine que les Anglais se réservaient pour eux-mêmes, et ils ont laissé les Français l'attaquer et le vaincre à Massalim. Alors les Anglais lui ont donné l'Irak comme cadeau de consolation. Faisal a commis un génocide de chrétiens chaldéens, mais ça fait charbonner et mettre chez soi. On nous a imposé une langue, l'arabe, qui n'était pas la nôtre. Pour, au nom de cette langue, on nous imposait une identité qui n'est pas la nôtre, qui est celle de l'Arabie. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite. C'est au nom de l'arabisme que le dictateur, que n'importe quel émir saoudien ou qatari ou autre se mêle des affaires du Liban et des autres pays soi-disant arabes. C'est au nom de l'arabisme que le dictateur égyptien Nasser a annexé la Syrie en payant des pourboires à des leaders pour qu'ils embauchent les manifestants qui réclamaient Nasser pour chef de leur pays. C'est au nom de l'arabisme que Nasser a tenté d'annexer le Liban et a provoqué des guerres civiles dans tout le Moyen-Orient et a fabriqué une armée insurrectionnelle, l'OLP. Pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que tout le monde connaît, mais à tout hasard, l'Organisation de libération de la Palestine à l'époque, enfin, la plupart du temps, elle a été présidée par Arafat, Yasser Arafat. Et il l'a imposé aux Palestiniens. Elle n'a pas été choisie par les Palestiniens. Il la leur a imposé aux Libanais, imposé aux Jordaniens. C'est au nom de l'arabisme que le dictateur Hafez el-Assad a occupé et pillé le Liban. C'est au nom de l'arabisme que le dictateur Kadhafi a occupé une partie du Liban par proxy, utilisant les services des Jonglades, comme l'a reconnu Walid Jonglade dans son interview donnée au magazine Playboy. C'est au nom de l'arabisme qu'on a massacré les Kabyles en Algérie et les Berbères dans toute l'Afrique du Nord. Et là, je parle aussi des soi-disant conquêtes, c'est des invasions, où ils se vantaient du nombre d'esclaves qu'ils prenaient chez les Berbères. Et il les prenait à Damas, il les exposait dans la rue. Et bon, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que le costume de l'esclave en islam est la nudité. Elle est habillée du nombril jusqu'au genou seulement, sa femme, et l'homme aussi. C'est au nom de l'arabisme que le dictateur Kadhafi donc, a occupé une partie du Liban par proxy, là on l'a dit. C'est au nom de l'arabisme qu'on a massacré les Kabyles en Algérie et les Berbères dans toute l'Afrique du Nord. C'est au nom de l'arabisme et de la race arabe supérieure
qu'on a massacré et réduit en esclavage les Soudanais et convaincu certains d'entre eux qu'ils étaient de race arabe, parce qu'étant musulmans, ils appartenaient à la race des marchands d'esclaves et non des pauvres Soudanais qui vendaient en esclavage. Au nom de l'arabisme et de la race supérieure, bon, tout ça c'est entre guillemets, les islamistes parlent d'occuper l'Europe, ou du moins la partie de l'Europe qui avait été autrefois asservie par les Arabes, notamment la France, et notamment Narbonne, où un jeune homme appelé lui vient d'être lynché par des gens se réclamant de l'arabisme ou de sa religion. Car on utilise l'arabisme et l'islam de façon interchangeable et on le fait pour des raisons impérialistes. De quel droit, par exemple, les Arabes ou les musulmans d'Iran décideraient-ils du sort du Liban et de la signature d'un traité de paix par le Liban avec Israël? Ce traité de paix existe, il est toujours valide du côté israélien, et si les Israéliens veulent vraiment la paix, ils n'ont qu'à exiger son application, car il a été entériné par le Parlement libanais, par le gouvernement libanais, et il n'a été rejeté par le président Amin Gemayel que parce qu'on l'a menacé de mort. Depuis quand les nations qui se respectent comme les grandes puissances et Israël acceptent-ils que le sort d'un pays ami comme le Liban soit imposé par des pays étrangers? Pourquoi tout le monde veut-il imposer au Liban les conséquences des crimes commis par les Arabes au 7e siècle? Et c'est au nom de l'arabisme qu'en 1990, l'Occident et le monde ont entériné un traité imposé au Liban pour piller les pouvoirs des chrétiens et les donner aux musulmans, sans avoir consulté la partie musulmane du peuple libanais. Les musulmans n'ont pas été consultés. Pourquoi? Parce que les Arabes le veulent. Ce n'est pas une raison acceptable pour le pays où nous sommes et dont la devise est liberté, égalité, fraternité. C'est là que se pose la question du pétrole et de la vente d'armes. Lénine disait « Les bourgeois nous vendront jusqu'à la corde pour les pendre. Laisserons-nous les choses aller jusque-là? Ou nous ressaisirons-nous pour empêcher un dénouement terrible qui semble devenir plus inéluctable chaque jour ?» Merci Lina, merci, c'est très émouvant et très clair. Michel Fayad nous a rejoint, bienvenue à toi Michel. Donc, je rappelle que Michel Fayad est un analyste, géopolitologue, franco-libanais, spécialiste des enjeux du Moyen-Orient, pas que, et des rapports de puissance en général. Il intervient dans les médias, il est professeur dans différents établissements secondaires et universitaires, il est diplômé d'HEC, de London School of Economics et du NYU Stern. Il a conseillé le ministère de l'économie du Liban, voilà, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà, il dédicacera son livre Après la guerre, tout à l'heure, donc pour ceux qui sont intéressés, et je te saurai gré de nous le présenter également un peu lors de ton intervention. Maintenant, on va passer la parole au président Meheni, qui aussi va dédicacer son livre Réflexions sur le feu d'action. Voilà, je ne sais pas quelle transition Lina avait parlé du massacre, des plusieurs massacres de Kabyles par l'Algérie, au moins nous on a en mémoire par les Arabes, et nous on a au moins en mémoire les massacres de 2001, mais il devait y en avoir bien d'autres. Merci. Merci Lina, donc c'est une bonne transition pour vous, Monsieur le Président. Je vous laisse la parole. Merci infiniment. أزول أكلمة الدم سيسا يدسي الدم وكن تفاوال هذا بسلايا عرف مقايليت تسواغي في ضغميدس إذا تسكيم ثمن فرنسا. Merci à tous, c'était indispensable pour moi en tant que président du gouvernement kabyle en exil
de parler kabyle. Je suis kabyle et c'est en tant que tel que je remercie la France de m'avoir accordé le statut de réfugié politique et qui me permet de me battre pour les droits de mon peuple, pour son droit à l'autodétermination, disons, pour sa liberté et son indépendance. Ceci dit, nous parlons de la grandeur de la France qui nous semble, aux yeux de ce que nous sommes, comme étant laminée. La France n'est plus ce qu'elle était, bien entendu. J'aurais aimé, avant d'entrer dans le vif du sujet, remercier les organisateurs, notamment le comité de la place et DB Watch, qui ont parrainé cette rencontre. Nous donner la parole est un acte de résistance, une solidarité de leur part avec nos combats. Disons tout de suite que les États arabes ne sont pas nos ennemis. C'est une idéologie pratiquée par des États qui se disent arabes en général, mais qui ne sont pas, et qui sont la cause de nos malheurs. Avant d'y aller, parlons de la France et de sa grandeur. La France a fait le monde, avec l'Angleterre et quelques pays de l'Europe occidentale. La France y a participé, mais elle n'est plus que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. J'ai assisté à une soirée géopolitique organisée par le journal Le Monde lundi dernier, 22 juin 2026. Il y avait de brillants intervenants, d'éminentes personnalités, des analyses absolument fantastiques et très claires sur la géopolitique du monde actuel. Mais à aucun moment je n'ai entendu quelle était la place de la France dans cette géopolitique. Les Français, tous les analystes qui étaient passés, parlaient en tant qu'Européens, nous les Européens. Or, l'Europe n'est pas la France. La France n'est pas l'Europe. Il n'y aura jamais confusion entre les deux. C'est une lubie française que de croire que la France représente l'Europe ou que l'Europe représente la France, dès lors que les intérêts supérieurs des États sont au-delà, voire aux antipodes des intérêts de la France. Donc la France, la voix de la France s'est éteinte. Le regard de la France est aveugle sur elle. À partir de là, on peut revenir en arrière. Quel est le rapport avec la Kabylie? La France porte une très grande responsabilité du malheur kabyle qui perdure depuis l'annexion de la Kabylie à l'Algérie française. La Kabylie était un État souverain, c'était un royaume. Et contre lequel l'Empire ottoman, si grand était-il, n'avait pas pu le réduire. Et quand l'Algérie fut créée en 1839,
de manière officielle, la Kabylie demeurait indépendante. Donc, la Kabylie et l'Algérie française avaient coexisté. C'était des États séparés. Et l'un des défenseurs de l'indépendance de la Kabylie de l'époque, c'était Alexis de Tocqueville. Malheureusement, un jour, on décida d'annexer la Kabylie. Militairement, le royaume de Kabylie n'était pas en mesure de faire face à une armée techniquement supérieure. Mais la Kabylie n'avait jamais accepté de se rendre, accepté de signer, d'accepter sa soumission à la France. Il n'y a aucun document signé par des autorités kabyles pour reconnaître l'annexion de la Kabylie à l'Algérie. Et la France a fait quoi? D'un État souverain, elle a fait de la Kabylie une simple région, d'un ensemble artificiel qui s'appelait l'Algérie. L'Algérie, qui fait partie peut-être des heures de grandeur de la France où la guerre coloniale faisait la renommée et la puissance des États. L'Algérie était conçue, contrairement au reste des pays d'Afrique, comme une nouvelle nation melting pot, c'est-à-dire où les indigènes, où les religions, où les origines des habitants importaient peu, l'essentiel était la citoyenneté, comme la France s'était faite, contre les Bretons, contre les Occitans, contre les Alsaciens, contre les Corses, contre... Finalement, en fait, l'Algérie devait ressembler à ce qui est devenu quelque part l'Afrique du Sud, un pays arc-en-ciel. La guerre d'Algérie avait mis fin à ce rêve. Et il y a eu une Algérie française avortée. Et donc, la France a fait naître, à la place de ce rêve qui devait ressembler un peu à l'Amérique, un enfer. Ce sont des militaires auxquels le colonialisme français avait refilé les clés du pouvoir et de l'État algérien et qui, depuis, plutôt que de servir les peuples, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul en Algérie, il n'y a pas un peuple algérien, il y a des peuples d'Algérie. Cet État est là pour contrôler les populations, les asservir, les dominer, plutôt que d'être à leur service et pour le développement économique, social et culturel du pays. Les choix faits par l'Algérie ont été immédiatement dirigés contre la langue française. Il y a eu le choix des autorités algériennes qui ont pris le pouvoir, des militaires qui avaient pris le pouvoir en 1962-63, de faire de l'identité arabe et de la langue arabe les seuls éléments et les seuls repères de l'identité nationale. Les Kabyles avaient pris le pouvoir
et l'arabisation, les Kabyles avaient pris les armes, pas le pouvoir. Les Kabyles avaient pris les armes pour défendre, selon la vision de l'époque, une Algérie démocratique et plurielle, croyant toujours qu'il était possible, malgré l'état d'altérité à laquelle ils sont confrontés, ils étaient prêts à composer avec le reste des Algériens. Malheureusement, quels que furent leurs efforts, les Kabyles ont échoué à kabyliser l'Algérie ou à faire en sorte que les valeurs auxquelles ils tiennent soient respectées. Pourquoi y a-t-il eu le choix de l'arabisation en Algérie? Parce que, au lendemain de l'indépendance, on se disait, encore, le mouvement national, ce qu'on disait, le mouvement nationaliste algérien, avait effectivement milité pour, la majorité d'entre eux, pour une Algérie arabe. Malheureusement, les Kabyles qui avaient confié leur sort à Msali Hadj n'avaient pas été entendus, et donc en 1949, il y avait une crise. Et si le mouvement nationaliste algérien avait opté pour l'arabe, c'est parce que la France coloniale avait favorisé l'arabisation des populations berbéraphones. Dans les Kabyles, il y a un document présenté dans le livre paru en 1972 qui s'appelait L'Algérie des anthropologues, écrit par Jean Leca et Claude Vatin. Un document qui témoigne quant à la Kabylie et les Aurès entre 1920 et 1950, en 30 ans, la continuité linguistique berbère entre la Kabylie et les Aurès avait disparu. Cela répondait probablement au fantasme de Napoléon III de créer un royaume arabe de France. Et c'était naturellement que, par aliénation idéologique, des nationalistes algériens s'étaient engouffrés dans le moule de l'arabisme et avaient revendiqué une telle chose. Donc à l'indépendance, pratiquement tout était en place, en dehors de la Kabylie, qui avait fait défection sur l'arabisme depuis 1949, dans une certaine crise dite berbériste, mais que les Kabyles appellent une crise anti-kabyle ou anti-berbériste. Les Kabyles étaient sommés de s'arabiser, de se dépersonnaliser. Mais les Kabyles constituent au moins 20 à 25% de la population. Ce n'est pas une portion qu'on peut ingérer de manière immédiate et rapide. Et la Kabylie, prenant conscience d'elle-même, de ses droits, avait commencé d'abord, comme je l'ai dit, une lutte armée en 1963 jusqu'en 1965 et qui fut perdue. Depuis, les Kabyles sont sous surveillance comme du lait chauddu. Et ça n'a pas manqué. Il y a des révoltes épisodiques de la Kabylie, mais de manière non violente. Mais l'État algérien continue de faire la guerre à la Kabylie.
Toutefois, la France aurait dû intervenir pour aider les Kabyles. L'Algérie venait d'être indépendante. La Kabylie venait de prendre les armes. L'intérêt de la France aurait été justement de soutenir les Kabyles pour ses intérêts personnels. Elle ne l'avait pas fait. Pire, à partir de la défaite de la Kabylie, il y a une chasse à la langue française et aux francophones. Dans les années 70, il y eut un débat, disons, disproportionné entre les partisans de l'État algérien qui défendaient l'arabisation et quelques éléments éparses qui défendaient la pluralité des langues et donc le maintien de la langue française. La France n'était jamais intervenue pour soutenir ceux qui défendaient encore la langue française en Algérie. Et en fait, les tenants de la langue française en Algérie étaient particulièrement des Kabyles. Et donc le pouvoir devait se débarrasser des Kabyles, et c'était déjà ce qu'on appelle aujourd'hui l'opération Zéro Kabyle. Il fallait dékabiliser toutes les institutions de l'État. En 1980, la France avait servi, il y a eu le printemps berbère en 1980, la Kabylie était descendue dans la rue et le pouvoir a réagi par la répression, comme d'habitude. Il y avait un millier d'arrestations, des milliers de blessés et finalement 24 personnes qui devaient comparaître devant la Cour de sûreté de l'État, mais qui, devant la mobilisation nationale et française, la mobilisation kabyle et française, l'Algérie avait cédé en mettant tout le monde en liberté provisoire, pour ne pas dire en liberté tout court. La France avait à ce moment-là effectivement mis ses médias au service de la rébellion pacifique au Kabylie. En 1988, l'Algérie avait fermé le dernier lycée francophone destiné juste aux enfants de la nomenclatura algérienne, et la France ne dit strictement rien. C'est juste pour dire que la France ne défend pas sa langue, ne défend pas ses valeurs, ne défend pas ses intérêts. Elle défend, je vais en venir, la France défend des intérêts immédiats. Si aujourd'hui la France n'est plus en Afrique ce qu'elle était, c'est parce qu'elle a sacrifié ses intérêts à long terme sur la courte vue et les intérêts immédiats. Ceux de la géopolitique, ceux des dictatures comme soutien au sein de l'arène de l'Assemblée générale, et le fait que avoir des États dont il se réclame comme faisant partie de son empire était suffisant pour l'époque. Malheureusement pour la France, ses intérêts ont finalement par se retourner contre eux, surtout à partir de la chute du mur de Berlin. La France avait jubilé à l'époque sur le fait qu'en Afrique, il n'y avait plus de concurrence soviétique pour récupérer les pays récalcitrants qui étaient sous l'ombrage soviétique à l'époque. Et finalement, ce sont plutôt d'autres partenaires
qui se sont invités à la table du jeu de l'influence géopolitique et qui ont détrôné la France. Ce que la France offrait aux dictateurs qu'elle tenait sous la laisse dans l'OIF, par exemple, voyait des offres alléchantes de corruption venant d'autres partenaires, des monarchies du Golfe, de l'Inde, des États-Unis et de la Turquie, et ainsi de suite. Et la France perdait pied petit à petit. En Algérie, il y a eu, en 1992-91, des élections, les premières élections législatives pluralistes. Les islamistes du FIS avaient remporté les élections, sauf en Kabylie, où il n'y eut aucun élu, parce que c'était le scrutin nominal, et non pas de liste, il n'y eut aucun élu islamiste aux législatives de 1991. L'Algérie interrompt le processus électoral. La France se montre à contre, comme toutes les démocraties occidentales. Mais un événement survint dans lequel j'étais l'une des victimes en décembre, à Noël 1994, un avion d'Air France fut pris en otage par les islamistes. C'était une opération organisée par des services algériens, mais dans la France, probablement qu'il était au courant, qu'on ne savait pas de quoi il retournait. Et à partir de cet événement, qui se termina sur le sol français, et c'est pour cette raison que je suis devant vous encore aujourd'hui, parce que j'aurais pu être tué dans l'avion ce jour-là. Tout le monde occidental avait fait des causes pour les militaires algériens contre les méchants terroristes islamistes. Et ça se comprend. Mais l'Algérie a a organisé cette opération parce que 15 jours plus tard, il allait y avoir, avec l'aide de l'organisation de Sant'Egidio, une réconciliation, un regroupement des opposants au régime algérien dont faisaient partie les islamistes. Et donc c'était pour torpiller cette organisation d'opposition algérienne que l'avion fut détourné, offert à des écervelés islamistes qui ont opéré. La France n'avait rien vu. Et il s'est aligné depuis avec l'Algérie. Mais tant que la France n'acceptait pas l'arrêt du processus électoral, ce qui s'était passé, c'est que les Algériens avaient organisé sur le territoire français des attentats terroristes comme ceux de Saint-Michel ou de Maison-Blanche. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Debré, Jean-Louis Debré, avait dit « Les services algériens nous ont menés en bateau ». À partir de là, une nouvelle romance s'était faite entre l'Algérie et la France au détriment de la démocratie et du respect des droits de l'homme. En 1998, la Kabylie voit son chanteur phare assassiné, Matem Lounès, et ce fut le 25 juin 1998, cela fait exactement 28 ans. Je rends hommage au grand chanteur qu'il était. Et la France n'avait rien vu
derrière tout cela, ou peut-être qu'elle était au courant de ce qui se passait, elle a laissé faire. Chirac avait accédé au pouvoir en 1995 et en 2001, il y avait le printemps noir de Kabylie. C'est la seule fois où la France a officiellement, avec M. Védrine, qui était ministre des Affaires étrangères, avait pris position en faveur de la Kabylie, en disant notamment que la France ne restera pas les bras croisés devant le massacre des Kabyles. C'était quelque chose, disons, de l'oxygène que nous avions respiré. Pour l'époque, en croyant que la France allait enfin s'intéresser à la Kabylie. Manque de peau, il y eut les attentats des tuiles de Trade Center. Les Twin Towers d'Amérique. Et paniqué par l'événement, sachant que l'Amérique allait mettre main basse sur l'ensemble du monde, a préféré depuis se taire et avoir la France en tant qu'alliée contre l'Amérique que de défendre la Kabylie. Nous fûmes sacrifiés sur l'autel de la géopolitique immédiate. Et un an plus tard, Chirac était venu en Kabylie, en Algérie, en Kabylie. Je lui avais personnellement, au nom du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, adressé une lettre dans laquelle je lui demandais au moins d'évoquer la question kabyle devant les autorités algériennes. Voyant que la force du protocole interétatique était puissante, je me suis rabattu, avant qu'il ne reparte, sur une demande toute simple. C'était la réouverture des centres culturels français qu'il y avait à Tizi Ouzou et à Vgaïef, Bougie. Finalement, l'Algérie accepta la réouverture du centre culturel de Tlemcen et un autre d'ailleurs, mais jamais celui de la Kabylie. Donc, la Kabylie était toujours sacrifiée par la France. Sarkozy, ensuite, arriva à partir de 2007. Mais bien avant, il avait pour projet de porter le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Je lui avais écrit, j'avais rendu public une communication que vous pouvez trouver dans mon livre, lui disant, écoutez, la façon dont vous projetez de faire ce CFCM est une catastrophe, globalement une erreur. Parce que croire que les musulmans du Sénégal, du Cameroun, de l'Algérie, de la Turquie, de l'Afghanistan, de l'Inde ou du Pakistan ou de Turquie sont tous les mêmes. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. L'idéal serait de confier le CFCM non pas au nombre de mètres carrés dont disposent les mosquées, mais au prorata des diasporas musulmanes qu'il y a en France. De telle sorte que la Kabylie, qui serait le tiers de la communauté musulmane en France, on détiendrait le tiers bloquant en tant que communauté laïque. Je n'ai pas été entendu du tout. Plus tard, une fois Sarkozy arrivé au pouvoir, voyant que
il perd des pieds en Afrique. Il voulait se racheter ou récupérer une influence au sein de la Méditerranée et il créa l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. Mal lui a pris, même à l'époque, je lui avais écrit pour demander que l'UPM ne devrait pas être un nouveau syndicat d'États méditerranéens, mais un syndicat des peuples. Et ainsi, la Kabylie pourrait avoir de grands chapitres et enrichir la politique française et la soutenir à l'échelle de la Méditerranée. Nous n'avons pas été entendus non plus. Et comme de malheur pour Sarkozy, les Allemands qui voulaient avoir le contrôle et sur l'Europe et sur le reste de tout ce qui touche à l'Europe se sont invités pour être membres de l'UPM alors qu'ils sont à 2000 km de la Méditerranée, à 1700 km de la Méditerranée. Donc, Sarkozy n'avait strictement rien réglé de ce côté. Monsieur Hollande, de son côté, a été en Algérie et je lui avais demandé, à lui aussi, je lui avais par 2 fois écrit des lettres pour lui demander la reconnaissance de la Kabylie. Surtout que depuis 2010, et je remercie la France, au moins aussi, c'est un point positif de ce côté-là, d'avoir permis la mise sur pied, l'installation du gouvernement provisoire kabyle en exil ici à Paris. Et juste après, il y a eu le problème de la Syrie. La rébellion était lancée en Syrie, on ne savait pas qui opérait réellement, entre islamistes, djihadistes et démocrates, on ne savait pas qui était là. M. Hollande avait déclaré que la France est prête à reconnaître un gouvernement provisoire syrien en exil s'il venait à se former. Je lui ai écrit pour dire il y a un gouvernement qui est en exil qui s'est déjà formé, vous ne demandez pas sa reconnaissance et quelque chose qui n'existe pas, vous êtes prêt à le reconnaître. C'était quelque chose de fantastique de la part des visions françaises qui ne regardent que l'intérêt immédiat plutôt que de voir à long terme. Arrivé à Macron, M. Macron a une politique farouchement pro-algérienne. Je ne connais pas les raisons réelles, mais cette politique fait que plus la France soutient l'Algérie, veut se réhabiliter vis-à-vis de l'Algérie, plus l'Algérie monte les enchères et fait en sorte que la France soit humiliée. C'est l'arrestation de Madame Sassal, puis de Christophe Glaise, qui finit par me donner la parole et délivrer à la France que le seul levier politique et diplomatique par lequel la France est sûre de rétablir, de reprendre le dessus sur l'Algérie, c'était le soutien au droit à l'autodétermination du peuple kabyle. À ce jour, nous l'attendons. Pour autant, en 2021, l'Algérie a brûlé la Kabylie avec des drones et des matières fissiles, des aéronefs. En 2 heures, toute la Kabylie était devenue une fournaise, un enfer. Ça a duré pendant plus de 10 jours. L'Algérie interdit à tous les pays qui offraient de l'aide pour éteindre les feux de venir chez elle. Il a fallu le courage de M. Macron, il faut le dire, pour envoyer un Canadien ou 2 Canadiens
qui ont travaillé une seule journée, au bout de laquelle l'Algérie les a réexpédiés vers la France. Et je crois que M. Macron et ceux qui gouvernent avec lui ont compris que la France, que l'Algérie tenait absolument à massacrer la France et à massacrer la Kabylie et à tenir la France loin de la Kabylie. Le dernier épisode de la France sur la Kabylie, c'est la demande d'extradition d'opposants kabyles et qui s'y traduit par notamment la demande d'extradition de l'un de nos cadres, qui est Axel Blabassi, un brillant cadre que l'Algérie a décidé d'isoler pour l'extrader et nous affaiblir. La France, la justice française indépendante, avait fini par le rejet définitif de la demande d'extradition. Dernièrement, le ministre de la justice française, le garde des Sceaux, s'est rendu en Algérie, M. Darmanin. Il a été harcelé à Alger par la demande d'extradition d'opposants. Je tiens à rendre hommage à son courage et à sa droiture, et il a avoué devant caméra que s'il demande, il leur a opposé une fin de non-recevoir en disant que la France n'extrade pas des opposants politiques. Maintenant, nous sommes à un point charnière. Il y a des élections présidentielles en vue. Nous souhaiterions que la France élise quelqu'un qui défende ses valeurs, celle de la démocratie, de la liberté, du respect des droits de l'homme et du respect des peuples à disposer d'eux-mêmes. La Kabylie est candidate à ce droit et j'espère qu'elle finira par avoir un président français qui soit sensible et qui soit favorable. Je vous remercie. Merci Monsieur le Président pour cette présentation. Donc avant de passer à Michel, mon cher Michel, voilà, il y a Lina Mur qui nous a présenté un peu l'avancée de l'arabisme, toute une histoire de l'arabisme. Le président Mehdi a exposé précisément le cadre de la Kabylie. Donc tout ça, c'est au travers du filtre, bien sûr, de la diplomatie française et de l'effritement de la grandeur de la France. Voilà, je te donne le flux pour essayer d'avoir une vision géopolitique globale et nous donner un peu ton avis là-dessus. Merci. Tout d'abord, merci à Yael et merci à tous. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que, comme par hasard, en France, en Occident en général, on est toujours prêt à découper des pays chrétiens, comme la Serbie, comme la Russie, pour donner une partie d'entre eux à des musulmans. Ça a été le cas par exemple lorsqu'on a voulu soutenir l'indépendance de la Tchétchénie, et donc en découpant la Russie pour donner un État aux musulmans. On a voulu en faire de même avec quelques années auparavant, mais c'était moins médiatisé, avec le Tatarstan, aussi en Russie. Puis plus récemment, en créant en plein milieu de l'Europe, le Kosovo. Donc c'est là où était née la nation serbe, c'est là où était née l'église serbe. Et on a voulu donc dépecer cette Serbie et créer un État musulman, donc en plein milieu de l'Europe, qui est aujourd'hui le pays le plus mafieux d'Europe. Donc, et ça, malheureusement, la France porte une large responsabilité, puisque vous vous souvenez peut-être que le gouvernement de transition qui avait été mis en place au Kosovo, c'était un gouvernement dirigé par Bernard Kouchner, donc en français. Donc la France, malheureusement, avait joué un rôle de premier plan à ce niveau-là. Dans le même temps, l'Occident, et la France compris, n'ont pas en fait
soutenu les minorités dans les pays musulmans, que ce soit, comme on l'a dit, les Kabyles en Algérie, mais c'est aussi le cas, par exemple, des Alaouites ou des Druzes en Syrie. Ces derniers mois, le président autoproclamé syrien que Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée sur tapis rouge et chez qui il va aller le 6 juillet prochain, a tué 15 000 Alaouites, Druzes, Kurdes et quelques chrétiens également, ismaéliens, yazidis, etc. et chiites. Oui, presque tous civils, effectivement, puisque très peu d'entre eux, notamment les Kurdes et les Druzes, étaient pour certains armés, mais en tout cas les Alaouites étaient en grande partie désarmés, et les chrétiens complètement désarmés, et les Ismaéliens et les Yazidis aussi complètement désarmés. Et puis aussi, la France et l'Occident ont refusé, après la chute de Saddam, de donner une certaine autonomie aux chrétiens de la plaine de Ninive en Irak. Et en fait, systématiquement, on n'a pas soutenu les minorités dans ces pays musulmans, et en même temps, on a voulu dépecer des pays chrétiens pour créer des entités musulmanes. Ça, c'est malheureusement les faits. Et c'est quelque chose qui est assez troublant. Et c'est pour cela que, pour vraiment comprendre, je pense qu'il faut regarder qu'est-ce qui cloche dans la politique étrangère occidentale, mais aussi qu'est-ce qui cloche dans la politique intérieure occidentale. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années, que ce soit en France, que ce soit en Grande-Bretagne ou que ce soit aux États-Unis. Il y a deux choses, et d'ailleurs Lina a écrit des livres là-dessus. La première chose, ça a été bien sûr la dépendance au pétrole et au gaz, puisque quand il y a eu les révolutions industrielles, les pays occidentaux, les États-Unis principalement, mais aussi la Grande-Bretagne, la France, ont eu une dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz, et donc vis-à-vis principalement des pays producteurs, et principalement parmi eux les pays arabes du Golfe. Et puis petit à petit, vous savez, sous Obama, les États-Unis sont devenus indépendants énergétiquement, puisqu'ils ont leur propre pétrole et leur propre gaz de schiste. Et la France a développé le nucléaire, et donc elle aussi est devenue plus ou moins indépendante en termes énergétiques. Mais, il y a un grand mais, dans le même temps, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont devenus extrêmement dépendants au niveau de leur complexe militaro-industriel de ces mêmes pays arabes du Golfe. Ce sont les principaux acheteurs. Donc, malheureusement, la manière dont pensent aujourd'hui les gens au Quai d'Orsay et à l'Élysée, c'est tout simplement, voilà, si on donne un État à la Kabylie, qu'est-ce qu'on y gagne? On va avoir un problème peut-être avec les pays arabes du Golfe qui vont vouloir acheter auprès des Britanniques ou des Américains plutôt que de nous, parce que nous, on aura soutenu la division de l'Algérie. Parce que, comme Lina l'a expliqué, et le président également, les pays arabes du Golfe, à travers l'Arabité, ont cherché en fait à rétablir une certaine unité islamique, la Oumma, la nation musulmane. Et donc en fait, à travers ça, ils ont voulu, ils n'acceptent pas en fait toute idée de division des États, qui pourtant serait valable historiquement. Je rappelle que lorsque la France a eu le mandat sur le Liban et la Syrie, l'idée première de la France, c'était de créer des petites Syries. Une petite Syrie pour les Alaouites, une petite Syrie pour les Druzes, une petite Syrie pour les Sunnites, etc. Et maintenant, la France dit qu'il faut l'unité de la Syrie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Syrie est dirigée par un islamiste djihadiste. C'est quand même extraordinaire quand on y réfléchit que, vous savez, on va fêter bientôt les 25 ans, fêter entre guillemets bien sûr, les 25 ans des attentats du 11 septembre. Et 25 ans après, on a accueilli un chef d'Al-Qaïda au G7, il y a quelques jours, donc à la table de l'Occident. Donc cet Occident qui nous avait dit Al-Qaïda sont les pires, s'est assis avec Al-Qaïda au G7. Et tout ça, ça s'explique encore une fois par le fait que qui sont les bailleurs de cette Syrie? Ce sont l'Arabie Saoudite, le Qatar et même les Émirats Arabes Unis ainsi que la Turquie. Parce qu'il y a aussi des gens qui veulent simplifier la chose en disant
les Émirats sont bien, ils sont proches des Israéliens, alors que les Saoudiens, les Qataris sont mauvais, etc. C'est pas aussi simple que ça, parce que les Émirats arabes unis soutiennent la Syrie de Jolani, et donc soutiennent quelqu'un qui dirige une organisation qui s'appelle l'Organisation de libération du Levant, pour donc libérer le Levant et des Juifs, donc d'Israël, et des chrétiens et des chiites, c'est-à-dire le Liban. Et également les Druzes, bien sûr. Et en fait, vous me demandiez par rapport à mon livre. Moi, mon livre, c'est notamment les sujets que j'ai essayé d'aborder. Le fait que la politique occidentale, justement, a abandonné certains remparts, notamment le Liban et Israël, que malheureusement, la France est sous dépendance de ces pays arabes du Golfe. En fait, aujourd'hui, sur le chiffre d'affaires du complexe militaro-industriel français, il y a 43% qui vient des pays arabes du Golfe. 43%. Dans ces 43%, j'inclus l'Égypte, parce que en fait, même si l'Égypte signe les contrats, ça a été à un moment donné le Qatar qui payait, et maintenant c'est l'Arabie qui paye. Donc c'est comme si l'Arabie achetait. Et donc en fait aujourd'hui il faut que la France se ressaisisse pour plusieurs raisons. C'est qu'en plus d'influer sur sa politique étrangère, elle est en train de perdre le pas sur sa politique intérieure, parce que la France est en train de céder face aux demandes des islamistes sous pression de ces pays arabes du Golfe. Parce que ces pays arabes du Golfe ont des exigences qui sont d'autoriser à ce que l'islam puisse avancer sur le sol français. Et donc aujourd'hui, si la France doit comprendre qu'elle doit sortir de cette dépendance, il y a un moyen qui existe, c'est notamment à travers l'Union européenne, puisqu'il y a une Union européenne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une préférence européenne pour l'achat d'armes? Pourquoi est-ce que les Allemands, avant d'aller acheter auprès des Américains, n'achèteraient pas français? Pourquoi est-ce que les Polonais, avant d'aller acheter américains, n'achèteraient pas français, etc., etc. Si on arrivait à cela, en fait, la dépendance vis-à-vis de ces pays arabes du Golfe se réduirait, et donc la France serait en mesure de se libérer de cette dépendance. Et en se libérant de cette dépendance, elle pourrait regarder les Kabyles dans les yeux, leur donner ce qu'ils demandent, regarder dans les yeux les Druzes en Syrie et leur donner ce qu'ils demandent, regarder les Alaouites dans leurs yeux et leur donner ce qu'ils demandent, se rapprocher à nouveau d'Israël et du Liban, parce que quand on vous dit oui, la France soutient le Liban, il faut entendre quel Liban en fait. Parce que, en fait, si vous voulez, lorsque le Liban se battait pour sa liberté en 90, la France malheureusement a soutenu l'invasion syrienne du Liban. Et ensuite, la France a soutenu Hariri. Et Hariri, c'était l'arabisation, l'islamisation du Liban. Et ensuite, la France a nié l'évidence en disant qu'il y avait une aile politique, une aile militaire au sein du Hezbollah, alors que, en fait, les quelques députés et ministres du Hezbollah ne sont qu'une apparence pour le Hezbollah, qui est une organisation réellement militaire. Et d'ailleurs, quand on nous dit aujourd'hui que la France soutient un désarmement progressif du Hezbollah et son intégration dans le tissu libanais, il y a quand même à rétorquer le fait que, d'après les renseignements de l'armée libanaise, pour la première fois depuis 1982, il y a plus de non-Libanais que de Libanais au sein des combattants du Hezbollah. Donc il y a des Iraniens, des Irakiens et des Afghans en majorité parmi les combattants du Hezbollah, ce qui signifie que c'est une force étrangère d'occupation sur le sol libanais. Et la France veut les désarmer progressivement et les intégrer dans le tissu libanais. Au nom de quoi? Donc il y a vraiment à rectifier complètement ces prises de position. Et donc il va falloir malheureusement un changement complet dans l'attitude et dans l'analyse qui est faite au Quai d'Orsay. On sait même que ces dernières années, il y a eu des disputes entre le Quai d'Orsay
l'Élysée d'un côté et les renseignements français, parce que justement les renseignements français, on voit bien le double jeu fait par les pays arabes du Golfe, avec d'un côté donc l'achat d'armes, de l'autre côté les investissements dans l'immobilier, etc., ou dans les clubs de foot, mais en même temps le financement des salafistes, des wahhabites, des frères musulmans et autres sur le sol français. Et donc malgré ces alertes faites par les renseignements français, que ce soit la DGSE ou la DGSI, le Quai d'Orsay et l'Élysée n'ont pas voulu en entendre parler, n'ont pas voulu en tenir compte. Aussi, pour parler d'une chose sur l'Algérie, il y a, je pense, un élément important aussi à se rappeler, c'est cette fameuse DZ Mafia. Comment est-ce que le fondateur de la DZ Mafia se trouve sur le sol algérien, n'est pas poursuivi, n'est pas extradé, n'est pas emprisonné, et comment se fait-il que cette DZ Mafia qu'on dit faible, eh bien elle est capable de faire des attaques contre les prisons françaises de manière coordonnée le même jour? C'est que les renseignements algériens sont infiltrés au sein de la DZ Mafia. C'est ça la réalité. Et donc, à un moment donné, la France doit ouvrir les yeux sur le danger qui existe sur le sol français à travers cette DZ Mafia qui est instrumentalisée par les renseignements algériens, de même que ces dits influenceurs, etc. Et on a même vu en janvier dernier l'ouverture d'un procès où on a vu donc des membres de la DZ Mafia qui ont été accusés par les renseignements français de liens avec la République islamique d'Iran pour accomplir des attentats sur le sol français. Donc on voit même les liens qui existent, non seulement donc entre la DZ Mafia et le régime en Algérie, mais également avec la République islamique d'Iran. Donc on a aussi de fait sur le sol français une force étrangère capable de commettre des attentats et même de jouer le rôle de mercenaire, c'est-à-dire d'être payé par un autre pays que l'Algérie pour commettre tel ou tel crime, tel ou tel attentat. Donc il y a une vraie prise de conscience, à mon sens, qui doit être faite en France. Malheureusement, il va falloir encore attendre 1 an, je pense, parce que je n'ai aucun espoir par rapport à la présidence actuelle. Et il va falloir donc que les choses soient vraiment clarifiées. Et voilà. Merci. Merci Michel. Merci Michel. Avant de passer aux questions, je vous rappelle que Michel Fayad va signer quelques livres, ainsi que le président Maïni. Vous pourrez également discuter avec eux. Moi, j'ai une petite question, juste rapidement, avant de vous passer la parole. Lina Mur, vous aviez commencé votre discours en citant le président Macron qui avait dit que la langue arabe était la seconde langue de France aujourd'hui. Le président Maïni a parlé du royaume arabe de France en Algérie et de l'avancée de l'arabe et de l'islam sur des territoires berbérophones et en Kabylie notamment. Michel, tu viens de nous expliquer cette avancée un peu partout dans le monde et les explications pratiques du pourquoi cette avancée. Aujourd'hui, sur le sol de France, cette avancée de l'arabe, qui correspond aussi au binôme arabe-islam, islamisme-arabisme, et qu'on voit apparaître aussi par des événements antisémites qu'on ne peut pas nier sur notre sol, comment vous voyez l'avenir, chacun d'entre vous, sur cette problématique? Oui, en fait, il y a quelque chose qui est assez frappant, je trouve, c'est le fait qu'on voit de plus en plus le drapeau palestinien donc dans les manifestations en France. Moi, quand j'ai vu le drapeau palestinien un peu partout
dans les manifestations de l'année dernière, j'étais avec mon père et mon père m'a dit, en voyant le drapeau, c'est terminé. Je lui ai dit, comment c'est terminé? Il m'a dit, la guerre arrive sur le sol français. Et pourquoi? Parce que ce drapeau, et on a fait un article avec Lina qui est publié dans le Figaro, c'est le drapeau du djihad, c'est le drapeau du califat, c'est le drapeau de la charia. Ce n'est pas le drapeau national palestinien. Il a été, si vous voulez, utilisé comme étant le drapeau palestinien, mais il a une autre signification. Donc les quelques gauchistes qui utilisent ce drapeau sans comprendre, d'accord, mais les autres qui sont à leur côté, qui sont des islamistes, eux savent pertinemment ce que signifie ce drapeau, et donc ont une ambition réelle sur le sol français, que ce soit donc à travers l'arabisation, en réclamant des choses liées à la langue arabe, que ce soit au niveau de l'islam, en réclamant également des choses pour faire avancer l'islam sur le sol français, et donc en essayant de faire croire que le dit drapeau palestinien, c'est un drapeau de la révolution, un drapeau contestataire, etc. Donc pour essayer d'unifier toutes ces causes révolutionnaires à leurs yeux, mais en réalité, au bout du compte, il n'y aura qu'un seul vainqueur parmi eux, et c'est l'islamiste. Merci Michel. Je vais passer la parole à Yann. Tu voulais rajouter quelque chose? Je voudrais rajouter quelque chose. Les médias français participent de la généralisation ou de l'encouragement de cette invasion d'arabo-islamisme. Je répète une fois, je n'ai absolument rien contre la langue arabe, que j'adore pour son lyrisme, sa poésie, sa logique, ni contre l'islam dépolitisé. Mais les médias français, la politique française en général, présentent les communautés émigrées d'origine nord-africaine particulièrement comme étant arabes ou comme étant arabo-musulmanes, ce qui est complètement faux. D'abord pour la communauté algérienne, plus de la moitié de la communauté est kabyle. Donc nous n'avons rien d'arabe. Et nous avons été choqués dans les années 70, quand la France avait créé le principe de l'ENO, ELCO, enseignement des langues et cultures d'origine. ELCO, enseignement des langues et cultures d'origine. Elle avait fait venir des enseignants arabisants d'Algérie pour arabiser les enfants kabyles en France. Ceci dit, là aussi, où la France a participé de la chose, nous ne pouvons pas parler des Kabyles dans les années 80, quand la gauche, avec Mitterrand, arriva au pouvoir. Plutôt que de parler des Kabyles, d'ailleurs, la France était étonnée du fait qu'on parlait d'une immigration arabe et que, en libérant le champ de la création du mouvement associatif, ils découvrent un mouvement berbère. D'une migration arabe, elle découvre un mouvement berbère. Et ne pouvant pas nommer ce mouvement berbère, ni kabyle particulièrement, on a parlé de beurre. Le terme beurre n'existe plus maintenant que pour quelques éléments péjoratifs par ailleurs. Donc la France participe de ce phénomène. Quand j'ai ramené mes enfants en France, en septembre 1995, c'est là que mes enfants étaient arrivés. Ils étaient arrivés en février. Mais ma petite fille, ma dernière fille, elle avait 6 ans, il venait d'arriver, elle a été à l'école et elle a trouvé une fille française, mais de couleur, qui était portée sur des problèmes identitaires, qui a dit « Nina », c'est sa copine, elle a dit « Nina, tu es arabe, toi ?» Elle a dit non, je ne suis pas arabe. Elle a dit si, tu es algérien. Elle a dit oui, je suis algérien. Elle a dit mais donc tu es arabe. Elle a dit non. Et pourquoi je parle kabyle alors? Voilà la réponse.
France d'une fille de 6 ans. Et en fait, la France a aidé l'Algérie à faire de nous ce que nous ne sommes pas. C'est vrai que l'ELCO n'enseigne que les langues officielles. Je voudrais dire quelque chose sur les ELCO. C'est qu'ils étaient financés par le gouvernement algérien en tant que fonctionnaires algériens. Et c'était voté, c'était écrit dans les dossiers parlementaires. C'est officiel, c'est inadmissible. Les imams ELCO dont parle M. Meni, ils étaient payés par l'Algérie en tant que fonctionnaires algériens. Ils avaient un logement de fonction, ils avaient un salaire bien plus élevé que le salaire de l'Algérien moyen en Algérie, qui lui était un homme qui travaillait, et il ne travaillait pas à islamiser la France. Ceux-là venaient travailler à islamiser la France. Ils étaient payés, je pense, 2500 €, c'était, je crois, il y a 10 ans et plus, avec un logement de fonction. C'est énorme. Et c'était voté au Parlement algérien. Maintenant, après que j'ai sorti mon livre, ils ont changé plein de choses. À la mosquée de Paris, à l'école d'imam de la mosquée de Paris. Ils ont changé plein de choses que j'avais mises dans mon livre. Par exemple, j'ai consacré plusieurs pages aux ELCO. Ils ont annoncé qu'ils allaient supprimer ça. Après mon livre, pas avant. J'avais mis des choses qu'il y avait sur le site internet de la mosquée de Paris au sujet de l'école d'imam. Et par exemple, ils disaient qu'ils allaient aligner le programme de l'école d'imam sur les programmes des grandes écoles islamiques du monde. Donc sur celui de Médine, donc sur celui de Zaytouni en Algérie, donc sur celui en Tunisie, donc sur celui d'Algérie. Ce qui est logique puisque c'est l'Algérie qui paye. Ensuite, l'école d'imam, une partie est payée par le contribuable français, mais si vous saviez, qu'est-ce qu'ils disent les Français? Si vous saviez, moi, à l'époque, ils mettaient le guide de l'étudiant sur Internet. Je me suis procuré les livres recommandés par ce guide de l'étudiant, c'est épouvantable. Déjà, ils enseignent le christianisme à travers Ibn Taymiyyah. Il n'y a pas l'évangile, non. Il y a le livre d'Ibn Taymiyyah qui attaque le christianisme. C'est comme ça qu'ils enseignent le christianisme. Il enseigne par exemple un apostat, un musulman apostat, on lui donne 3 jours pour se repentir et ensuite on le tue. Ou sinon, on peut le tuer immédiatement, ça va. Il raconte par exemple un des livres qui a été écrit par Saïd El-Wadan Bouti, qui est mort, un Syrien, très musulman, pour expliquer la biographie de Mahomet. Il raconte que le réseau de Khaybar était la première fois où Mahomet attaquait une entité, non pas pour des raisons politiques ou quelque chose comme ça, mais pour des raisons religieuses. Et comme le prouve le fait qu'il l'a dit, il a ordonné de lancer l'appel à la prière, et étant donné que les Juifs dans Khaybar n'ont pas répondu, il a décrété, voilà, allez-y, tuez-les. Merci. Merci. J'ajouterai quelque chose. Je crois que la France a été gangrénée par le régime algérien, qui avait investi la gauche dès les années 60, parce que c'était la gauche qui s'était mobilisée pour l'indépendance de l'Algérie. Et depuis, l'Algérie en a fait des leviers de sa politique contre la France à l'intérieur de la France. Si bien qu'elle a encouragé un certain nombre de gens à devenir français et à être des élus français contre l'État français lui-même. Et c'est l'Algérie qui a promu, c'est le pays le plus antisémite du monde, avec l'Iran. Et c'est l'Algérie qui encourage l'antisémitisme parmi ses enfants, ou des jeunes d'origine algérienne, hors kabyle, pour être antisémite, s'attaquer aux juifs dans une république censée être laïque où le vivre ensemble devrait être la règle pour tous.
Je voudrais, si vous permettez, dire encore quelque chose au sujet de l'arabisme que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Michel Aflaq, celui qui a fondé le Baas c'est le parti. Michel Aflaq qui a fondé le parti Baas, qui a régné sur la Syrie et sur l'Irak. C'est un chrétien, mais il s'est converti à l'islam. Il a dit, quand je parle d'arabisme, vous savez bien que je parle d'islam. Et il a même dit quelque chose comme l'arabisme est un corps dont l'âme est l'islam. Donc vous voyez, quand on insiste tellement pour arabiser, pour la langue arabe, parce que pour comprendre les textes, si vous connaissez la langue arabe, c'est autre chose. Moi, j'ai dû me les taper. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dessus et j'ai appris l'arabe. J'ajoute juste un mot aussi. J'ajoute juste un mot. J'ajoute. Attendez, c'est bon. J'ajoute juste un mot. Il me semble que ces derniers temps, la France est frileuse parce qu'il considère que la communauté émigrée arabo-musulmane et pro-palestinienne est tellement importante qu'on en fait une clientèle électorale, ou voire même qu'elle constitue une menace sur la sécurité intérieure, sur l'ordre public français. Je crois que tant que la France a cette crainte, elle va de perte en perte de souveraineté jusqu'à sa dissolution. Il est temps qu'il y ait des gens, des Français, pour réorganiser les choses et faire redonner à la France le goût de l'aventure, le goût de la puissance même, le goût de la refonte du monde en fonction de ces valeurs qui sont la liberté, les droits de l'homme et le droit à l'autodétermination des peuples. Merci. Merci, messieurs. On va donner la parole au public qui peuvent poser des questions. Je vais vous demander, parce qu'on n'a pas la salle encore très longtemps, d'être bref dans vos questions et vos réponses. De Chrétienté Solidarité, et nous travaillons à la fois pour soutenir les chrétiens du Liban depuis plus de 40 ans et également depuis un peu moins longtemps nous travaillons aux côtés des patriotes kabyles et nous sommes très heureux de les aider à chaque fois qu'on le peut pour leur lutte pour l'indépendance de la Kabylie. On rend compte dans tout ce que vous avez dit, c'est que la France officielle renie ses origines, elle renie ses racines, c'est-à-dire qu'on renie le christianisme, on renie les racines chrétiennes de la France. Et à cause de ça, on signifie les chrétiens du Liban, et on signifie les Kabyles, parce qu'on sait que la Kabylie c'est la patrie de Saint-Augustin, et que les Kabyles sont très perméables aussi au christianisme. Donc tous ces gens-là sont suspects au regard du système français. Pour revenir à la faiblesse de la France par rapport à tout ce que vous avez dit en politique étrangère, à la fois par rapport au Liban, par rapport à la Kabylie, par rapport à tout ce que nous devrions soutenir dans le monde, la cause, c'est qu'il n'y a plus d'État, quasiment plus d'État en France. Quelles sont les caractéristiques d'un État? Juridiquement, ce sont des frontières, nous avons des frontières. C'est un territoire avec une certaine unité. On voit bien que tout est en train de partir en conflit. L'État n'est plus capable de maintenir l'ordre dans un certain nombre de villes et de quartiers français. C'est une communauté de destin national. On voit bien que la France commence à s'atomiser en communauté. C'est un État qui assume des pouvoirs régaliens, notamment la sécurité, elle ne l'est plus. La justice, elle n'est plus rendue. Et les affaires étrangères, qui sont des pouvoirs de l'État souverain, par voie de conséquence, et les affaires étrangères ne sont plus tenues, ne sont plus assumées. Donc la première chose qu'il y a à faire en France, c'est de reconstruire un État. On en est quasiment au niveau des Libanais. Les Libanais doivent reconstruire un État. Nous devons reconstruire un État. Voilà. C'est juste des précisions que je voulais apporter à tout ce qui a été dit. Et pour nos amis kabyles, si vous vouliez bien nous prêter Ferhat Mehdi, parce qu'un président comme ça nous aiderait.
Brillant exposé, vraiment. Par rapport à ce que tu as dit, il faut savoir que pour les 25 ans du World Trade Center, nous avons maintenant un maire islamiste, frère musulman, qui va probablement s'occuper des commémorations. Et par rapport à ce que vous disiez, Monsieur le Président, je suis très honorée d'être avec vous ce soir. Par rapport à ce que vous aviez dit qu'il y avait un mystère dans le fait de cette accointance, cette appétence de Macron pour, moi, celui que je considère comme un terroriste, c'est-à-dire Tebboune. Je trouve que c'est, enfin bon, bref, et que cette appétence, il me semble qu'on a dit, alors dites-moi si c'est avéré, que l'Algérie avait financé la première campagne présidentielle de Macron. Est-ce que je me trompe? Document, aucune preuve de la chose, et je laisse cela. Je suis un hôte de la France et je ne peux rien dire de ce côté-là. Je crois qu'il appartient aux Français de voir si telle chose est vraie ou non. Ce que je peux dire, c'est que la relation individuelle, personnelle, entre M. Tebboune et Macron est faussée à la base. Parce que autant M. Macron est président de la République dans les pouvoirs complets, entiers, autant M. Tebboune n'est qu'une marionnette d'un régime. Et sa parole ne vaut rien quand elle la donne à M. Macron. Sa parole n'est pas fiable. Et c'est là où M. Macron, je peux dire qu'il se trompe en se fiant à la parole d'un homme sans pouvoir. Ça, au moins, nous le savons. Par ailleurs, M. Macron a commis ou voulu dédramatiser l'histoire, les émotions, l'histoire émotionnelle entre l'Algérie et la France. Finalement, il n'a fait que la rallumer. De toute façon, le rapport Stora, qui avait fait obstruction, complètement obstruction sur la question kabyle, dans son rapport sur l'histoire avec l'Algérie, ne peut pas être convaincant, il ne peut pas être une solution pour la relation algéro-française. Probablement que M. Stora avait convaincu M. Macron que les problèmes qu'il y a entre l'État algérien et l'État français résidaient dans la question mémorielle. Ceci est absolument faux et archi faux. Ce n'est pas l'histoire qui bloque la relation algéro-française. Ce qui bloque la relation algéro-française, c'est que le pouvoir en place, n'ayant pas de légitimité historique, l'Algérie n'ayant pas d'ancrage historique, est une création artificielle, elle a besoin de valoriser le combat dit libérateur par rapport à la France, et donc le jour où il se retirera de ce combat, le jour où il se défera de ce combat, il ne sera plus légitime, il va tomber de lui-même. Donc il a besoin d'entretenir la haine anti-française et l'opposition à la France en permanence. D'ailleurs, l'un des responsables de l'Algérie avait dit « La France est l'ennemi éternel de l'Algérie ». Ne pensez pas que Assad allait tomber si facilement en 8 jours, mais la raison pour laquelle il est tombé en 8 jours aussi, c'est parce qu'il n'avait plus d'argent pour payer ses soldats. Depuis, Israël n'a pas montré de confiance du tout envers Joulani, donc déjà en lui détruisant toute son aviation. Ensuite, quand en décembre, le jour du Nouvel An en 2024-2025, Joulani a tenté d'attaquer les Druzes. Les Druzes à ce moment-là étaient assez forts pour résister, mais Israël est intervenu aussi légèrement. Ensuite, lorsque les Druzes ont été attaqués une nouvelle fois en juillet 2025, Israël est intervenu largement et a permis aux Druzes de survivre. Puisque Lina tout à l'heure a parlé d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est ce théologien du Moyen-Âge à Damas qui avait émis les fatwas pour exterminer les Druzes et les Alaouites et les chiites. Et en fait, le plan
comme quoi Jolani envahit le Liban, c'est un plan qu'on entend depuis longtemps déjà. C'est-à-dire que dès lors que Jolani a pris le pouvoir en Syrie et que Trump a été élu, on a entendu l'envoyé spécial de Trump en Syrie, donc Tom Barak, évoquer cette possibilité. Donc Trump en a parlé lui-même ces derniers jours, mais malheureusement son envoyé spécial en Syrie, il en parle depuis janvier 2025 en réalité. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la guerre qui a été faite au Liban, parce qu'au Liban, jamais il n'y a eu de guerre civile. Quand on vous dit guerre civile au Liban, c'est faux, il n'y a jamais eu de guerre civile. Ça a été une guerre syro-palestinienne sur le sol libanais, mais les Syriens et les Palestiniens étaient des proxys. Lina l'a dit tout à l'heure, il y avait deux donneurs d'ordre principaux, c'était l'Arabie Saoudite et la Libye. Ce sont eux qui ont financé les Syriens et les Palestiniens pour livrer une guerre contre le Liban, pour l'arabiser et l'islamiser. Aujourd'hui, Jolani peut jouer à nouveau le rôle de ce proxy pour les Saoudiens, et pas seulement pour les Saoudiens, pour les Qataris, pour les Turcs, etc., les Émiratis. Et donc, malheureusement, les Libanais doivent se tenir prêts, et les chrétiens en particulier, parce qu'à un moment donné, Jolani va être activé pour envahir le Liban. Aujourd'hui, il y a l'argument de mater le Hezbollah est un argument excellent pour lui, pour justifier une invasion du Liban. Mais c'est quelqu'un qui est un islamiste, qui dirige encore une fois une organisation qui s'appelle Organisation de libération du Levant, pas Organisation de libération de Syrie, et donc il a comme ambition aussi de prendre le Liban et Israël, et pas seulement d'ailleurs. Mais donc c'est un danger, un véritable danger à prendre très, très au sérieux. En fait, pour finir du Hezbollah, il y a trois possibilités. Soit Israël va envahir tout le Liban, mais là il va falloir 100 000 soldats, il va falloir aller jusqu'au nord, c'est parce que toutes les armes lourdes du Hezbollah se trouvent dans le Hermel qui est à l'extrémité nord du Liban, dans la Beka. Donc soit Israël va envoyer 100 000 soldats et va faire le travail, mais ça veut dire pour les Israéliens et la société israélienne beaucoup de morts et beaucoup d'argent. Investir pour financer une telle guerre et beaucoup de gens qui vont être tués, parce qu'aujourd'hui le Hezbollah a des drones avec carte SIM, etc., qui sont en train de faire beaucoup de mal aux soldats israéliens. L'autre possibilité, c'est celle que vous évoquez, Jolani, qui serait un désastre pour les chrétiens, pour les chiites, pour les druzes au Liban et à terme pour les juifs. Et la troisième possibilité, c'est l'armée libanaise. Et c'est la meilleure solution, parce que quand bien même l'armée libanaise a ses points négatifs, parce qu'en son sein il y a forcément des partisans du Hezbollah, il n'empêche que c'est la meilleure des solutions pour tout le monde, pour les Libanais, pour les Israéliens. Donc si solution il y a, c'est vraiment de renforcer l'armée libanaise pour qu'elle fasse le travail. Et ce qu'on peut reprocher à Macron, c'est qu'il y avait une conférence internationale qui était prévue pour renforcer l'armée libanaise, qui était prévue le 1er mars de cette année 2026, ou le 2 mars, enfin, en tout cas les premiers jours de mars. Et alors que la guerre a commencé en Iran et que le Hezbollah est rentré en guerre contre Israël, eh bien Emmanuel Macron n'a pas trouvé d'autre chose que d'annuler cette conférence internationale qui était pourtant essentielle pour vraiment solutionner le problème du Hezbollah sur le sol libanais. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la majorité des combattants du Hezbollah ne sont désormais plus des Libanais. Ce sont majoritairement des Iraniens, des Irakiens et des Afghans. Et je voudrais corriger quelque chose de Michel. Il le sait, il a fait une erreur, c'est quelque chose qu'il sait. Et ce n'est pas la seule fois où Israël a détruit la flotte syrienne. La flotte aérienne syrienne a été détruite en 1982. Les Israéliens ont détruit la flotte syrienne en 1982, la flotte aérienne, parce qu'ils avaient dit que le Liban, que l'aviation syrienne au Liban est une ligne rouge. Quand Hafez al-Assad a voulu entrer au Liban en 1982, ils ont détruit en un quart d'heure toute la flotte aérienne syrienne. Merci, merci Lina. Il y a encore, on va prendre encore deux questions.
Voilà ce que je voulais, en quoi je tenais à dire, c'est de revenir quand même à la diplomatie française qui était absente le 7 octobre, qui a reconnu, qui a reconnu l'État de Palestine, alors qui a entretenu des relations avec le Hezbollah. Il y a des rumeurs de discussion du Hezbollah avec le Quai d'Orsay, et que le président Mahdi, qui est le dernier dôme, la dernière colombe de la démocratie et de la paix dans tout ce monde-là, n'est pas reçu par les autorités françaises. C'est un scandale. Je passe la parole à Karim Achab pour qu'il y ait une question à poser. D'abord, ce n'est pas une question, je dirais, morale, c'est une information que je voulais apporter concernant le programme ECHO. Mais auparavant, cher conférencier, merci beaucoup pour vos allocutions très intéressantes. Merci aux organisatrices et organisateurs. Nous, Kabyles, nous n'étions pas habitués à voir la Kabylie à côté des noms des États, Israël, Liban. Donc c'est un bon début. Nous n'avions pas cette... Alors, avant la naissance du MAC, nous n'avions pas cette prévention non plus. Nous avons tout essayé pour vivre dans une Algérie démocratique, sauf que ce vœu était en fait nous mettre devant la mort de notre identité, de notre culture et de notre langue. Et c'est pour cela que le MAC a cheminé depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, donc à l'indépendance de la Kabylie. Et alors je reviens au programme ECHO. C'est une aberration qui est due par tout le monde. Pourquoi c'est une aberration? Dans les années 70, certains anthropologues culturels se sont penchés sur la question de l'échec des enfants de l'immigration, issus de l'immigration en France, parmi lesquels il y avait Abdelmalik Sayed, qui est un anthropologue de renommée internationale, kabyle. L'argument, c'était le suivant: l'échec des enfants issus de l'immigration est dû au fait que leur vécu à la maison et dans leur vie familiale n'était pas pris en considération à l'école, contrairement aux enfants français de souche qui sont en diapason avec le contenu scolaire. C'est-à-dire, c'est à l'école, ça parle de Noël, c'est à l'école, ça parle des fêtes chrétiennes, c'est à l'école, ça parle de l'histoire de la France. Les enfants français avaient déjà un vécu à la maison, ils ont écouté leurs parents, les contes, toute la vie culturelle autour de ça. Et les premiers à avoir bénéficié de ce programme, c'était les Yougoslaves, l'ancienne Yougoslavie, et les Italiens, parce que leurs enfants, justement, les enfants d'immigrés, étaient dans un échec scolaire. C'est là, à partir de là, que les États d'Afrique du Nord, donc l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, ont demandé à la France d'élargir ce programme d'éducation, d'enseignement des cultures et langues d'origine, entendez bien, dans les langues maternelles. Et en réalité, leur programme est articulé autour d'une idéologie qui n'avait rien de langue maternelle, qui n'avait rien de langue d'origine, qui n'a rien à voir avec la culture d'origine. On a enseigné l'arabe classique, qui n'était pas parlé par les parents, qui n'était pas parlé en Algérie, ni en Maroc, ni en Tunisie, qui est parlé nulle part, qui est seulement au service de l'idéologie. Et jusqu'à présent, c'est exactement ce que l'État français fait. Donc voilà pourquoi c'est une aberration. Nous, Kabyles, lorsque nous avons pris connaissance de ce programme, j'avais vécu ici 12 années en tant qu'étudiant et en tant que salarié aussi avant d'émigrer au Canada, où je vis depuis 25 ans. Je suis linguiste de formation et de métier, donc je me suis très longtemps intéressé à cette question-là. Alors pendant que j'étais ici avec des associations culturelles kabyles, nous avons alerté à travers les préfectures, donc l'administration française, pour leur dire que c'est très dangereux, parce que nos enfants, lorsqu'on les envoie à l'école, si on veut qu'ils apprennent la culture d'origine ou la langue d'origine, c'est l'arabe que
française. Et quel arabe? C'est un arabe classique qui n'est parlé par personne. Je me souviens d'une réponse qui m'a été donnée par une fonctionnaire de la préfecture. Monsieur, l'État français ne traite pas avec des associations, il traite avec des États. Eh bien, cela fait peut-être une trentaine d'années, on dirait la cigale à la fourmi, ou plutôt la fourmi à la cigale. Donc c'est maintenant. On va prendre toutes les questions et vous allez répondre. Non mais allez-y parce que vous souhaitez quand il fallait intervenir. Bon, je suis désolée. Allez-y, on ouvre les questions. Oui, ça peut être un peu naïf, hein, moi ça va, je suis citoyenne basique, j'essaie d'être franco-libanaise, mais je ne serai pas libanaise, je ne connais pas mon père, donc souvent on donne la nationalité par le papa. Mais une fois que j'ai dit ça, moi j'étais très sensible à ce que vous disiez, l'arme par la langue, par l'arabisation en fait, c'est ce qui se passe en France également. J'ai entendu le témoignage de la ministre qui s'est déplacée au Liban il y a peu, qui disait qu'il y avait plus de 40% au Liban qui parlaient le français. Mais alors, je peux le enfin, entre le moment où je suis allée au Liban en 98, israélien, et puis là, quand je suis retournée l'année dernière, j'avais vraiment du mal à communiquer en français. Alors, c'est peut-être le point où j'étais, enfin, bon, j'ai une question par rapport à... C'est la présence de 2 millions de réfugiés syriens sur le sol libanais. C'est eux, il y a plein de chauffeurs de 4 ou 5 millions de Libanais, vous avez 2 millions de Syriens. Et plus 500 000 Palestiniens. Vous allez faire comment la différence? Même trouver quelqu'un dont le papa était né sous protectorat, là, c'est autorisé à parler, mais ce n'est pas évident de parler le français. Par rapport aux relations que nous devrions d'amitié et de solidarité que nous devrions avoir, aussi bien sur le plan économique que sur le plan sécuritaire que sur le plan diplomatique. Ceci est juste un début en attendant de faire la prospection de l'ensemble des possibilités du potentiel de développement relationnel entre la Kabylie et la France. En tous les cas, la France gagnerait à avoir un allié de la qualité et de la nature de la Kabylie pour sa sphère d'influence, aussi bien en Méditerranée que pour étendre cela sur l'Afrique en général. Voilà. Mais si vous voulez, moi je voudrais revenir pour conclure à l'essentiel de notre débat. La grandeur de la France a été d'avoir participé à fabriquer le monde. Elle avait de la volonté de transformer le monde à son image. Son image n'était pas bonne, peut-être. Mais en tous les cas, petit à petit, avec les indépendances qu'il y a eu, la France a perdu un certain nombre de volontés. D'abord, elle a perdu ses valeurs pendant même la colonisation. C'est vrai que l'art de la guerre impose des atrocités, impose des injustices, impose des cruautés, mais cela aurait pu aussi avoir pour soubassement autre chose que cette violence si forte. On voit des Chinois aujourd'hui à travers le monde qui essaient de conquérir le monde par d'autres moyens que les cruautés. Mais passons. La France a eu sa grandeur en voulant consteller le monde. Elle a perdu sa grandeur en ne croyant plus en elle-même. C'est de croire en elle-même et de croire qu'elle peut refaire le monde, réparer les torts qu'elle a causés, refaire justice pour les peuples qu'elle a brimés, auxquels elle a fermé la porte de l'histoire au nez, et de recréer une zone d'influence
qui puisse correspondre aux valeurs fondamentales qui sont les siennes, non pas le jacobinisme, mais plutôt la liberté, le respect de l'individu, de la personne humaine, le respect des collectivités, le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous allons prendre ces phrases comme conclusion. Je vous invite à prendre quelques rafraîchissements avec nous. Le président Mahemi ainsi que Michel Fayad pourront signer également leurs œuvres ici. Après la guerre pour Michel Fayad et réflexion dans le feu de l'action pour le président Mahemi. Vous pouvez